ce qu'il voulait réaliser en créant son livre. Dans une lettre à Robert de Brunel, il écrit « J'ai lu toute ma pensée, tout mon cœur, ma vie même ». Et vers la même époque, dans une lettre à Léon Blum, Proust compare l'histoire à la tige d'un arbre. Tout cela n'est que la tige du livre et ce qu'elle supporte est réel, passionné, bien différent de ce que vous connaissez de moi, et je crois infiniment moins mauvais, ne méritant plus l'épithète de délicat, de fin, mais de vivant et vrai. La forêt des livres, grâce à vous tous, a aujourd'hui 18 ans. Si, comme le dit Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, on l'est peut-être un peu plus quand on a 18 ans. 18 ans que la forêt nous parle, 18 ans que vous êtes des milliers à écouter ces messages, à lire les dédicaces de ces auteurs le dernier dimanche d'août en Forêt. Une fête annuelle de la fraternité rassemblant 60 000 personnes autour de 200 auteurs dans un village de 150 habitants. Une fête annuelle. Merci au ministre de l'Agriculture, qui va arriver tout à l'heure, de venir saluer un festival qui a choisi d'œuvrer en milieu rural en faveur de la culture pour tous. Vous prouvez ainsi, Monsieur Stéphane Le Foll, que cela fait partie du génie de la France, de savoir faire rimer culture et agriculture. Aujourd'hui, en vous recevant, nous concrétisons un rêve lancé depuis 18 ans, qu'un village de campagne puisse être capitale. Merci au Conseil général d'Indre-et-Loire et à son président, ici présent, Frédéric Thomas, de nous permettre de redonner à la Touraine son statut de pays des écrivains. Là où Rabelais, Ronsard, Balzac, Vigny ont laissé leur signature. Merci à la municipalité de Chanteau, Préloche, et à son maire, Jean-Louis Dumortier, ici présent aussi, de nous accueillir sous ces arbres centenaires, et merci aux 30 communes avoisinantes, partenaires de l'événement, et qui participent à l'opération Le Retour des écrivains au pays. Les livres sont issus des arts. Nous sommes heureux que les écrivains reviennent à Chanteau avec les portefeuilles de cette rentrée littéraire. Vous allez rencontrer les promis de la rentrée dans une rentrée littéraire foisonnante qui vous offre aujourd'hui 5 romans nouveaux. Merci. La moitié, même pour la moitié pour toi. Merci à Michel Drucker de venir pour la première fois à la Forêt des Livres. Merci à lui de monter, après l'escalier du Festival de Cannes, la montée des marches de Michel Drucker à Chanteau-Préloche. Vas-y Michel, viens. Regarde, c'est merveilleux de te recevoir. Michel Drucker a écrit 2 livres formidables. Il reçoit tout à fait le prix Devoir de mémoire et il va vous parler tout de suite après le président de Obadia. Et Michel Drucker publie son prochain livre le 4 octobre et croyez-moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Voici le titre du livre de Michel Drucker qui reçoit déjà le prix Devoir de mémoire pour ses 2 premiers livres. Le 3e s'appellera « De la lumière à l'oubli ».
Et il commence par une citation merveilleuse de Léonard de Vinci, le livre de Michel Drucker. Regarde la lumière et admire sa beauté. Ce que tu as vu d'abord n'est plus. Ce que tu verras ensuite n'est pas encore. Jacques Sabri a reçu un courrier émanant du chef de l'État, daté du 19 août 2013, qui tient à le saluer pour, je cite, son engagement en faveur d'une culture du partage qui contribue à promouvoir la création littéraire et à dynamiser nos territoires ruraux. Le président de la République, François Hollande, adresse aussi tous ses vœux pour le plein succès de cette manifestation qui fait, dit-il, honneur à la République française, berceau d'illustres écrivains. Bon, notre ami Gonzague n'est pas là. J'aurais voulu rappeler à Gonzague que je suis un étudiant de la forêt des Vignes. Dès le début, j'ai encouragé cette entreprise absolument grotesque, cette manière. Et j'ai grandi avec les arbres. C'est-à-dire que les arbres étaient beaucoup plus jeunes. J'ai grandi avec eux. Maintenant, je suis presque centenaire. Alors, peut-être bref, d'abord, présence. Vous savez, il y a un photo, j'aime beaucoup quand il s'agit de théâtre. Dans le photo, disait, il faut aussi que le public ait du talent. Bravo, bravo. Voilà. Et alors, tout simplement, j'ai vraiment une admiration pour Gonzague, qui a réussi son merveilleuse, c'est la 18e édition de Loi de la Forêt des Livres. C'est superbe. Et comme j'ai dit, je crois hier, devant le monde, nous traversons quelques épais, quelques qui sont convulsifs, de plaisir. Eh bien, je trouve que de faire une réunion comme celle-ci, peut-être comme celle-là, c'est un peu un îlot de résistance. Voilà. Vous êtes un îlot de résistance. Merci à vous tous. Voilà. Bonjour, donc je suis à peu près un contemporain de René Toupalian. Je pourrais commencer en parlant le début de la Divine Comédie de Dante. Vous savez que Dante commence la Divine Comédie en disant Al mezzo del cammino dello stravita e sono trovato in una selva oscura. Ce qui veut dire, au milieu du chemin de ma vie, je me suis trouvé dans une forêt obscure. Et moi je me dis, à la fine del cammino dello stravita, c'est-à-dire à la fin du chemin de ma vie, je me suis trouvé dans une forêt lumineuse, une forêt des livres, une forêt où les feuilles des arbres et les feuilles des livres ne sont issues de la même source. Et je suis extrêmement ému de me trouver ici. Et il y a deux choses importantes, c'est la littérature, c'est le roman, c'est la poésie. Or, je voudrais rappeler simplement deux choses. La première, sur les vertus du roman, qui ne raconte pas seulement des belles histoires, mais qui nous donne pas seulement des tableaux d'une société, d'un moment historique, mais un tableau de la condition humaine dans toutes ses dimensions. C'est l'écrivain, le grand écrivain argentin, Ernesto Sabato, qui a dit, aujourd'hui, alors que toutes les sciences sont spécialisées en disciplines répétées, on n'a que des vues partielles et compartimentées sur la condition humaine, le roman est le seul observatoire où l'on peut contempler la condition humaine dans son ensemble, dans notre vie subjective et dans notre vie
objective. Donc, le roman n'est pas seulement un divertissement, n'est pas seulement un plaisir, c'est pas seulement une jouissance esthétique, c'est aussi quelque chose qui nous fait apprendre qui nous sommes, par Dostoïevski, par Proust, par Tolstoï, par Dickens, par Balzac. Là, nous apprenons qui nous sommes et qui nous sommes. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est la poésie. Évidemment, la poésie, c'est une chose qui se lit, c'est une chose qui se récite. Et je dirais même que, de mon temps, le mérite de nos maîtres était de nous faire apprendre par cœur ces poèmes, et ces poèmes que nous connaissons par cœur, eh bien, ils reviennent et ils nous aident dans les événements de notre vie. Mais il faut dire aussi une chose qu'avait très bien compris Rimbaud, et surtout les surréalistes. La poésie n'est pas seulement une chose qui s'écrit, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose. Et moi je pense que la vie, elle est partagée entre deux pôles. Le pôle prosaïque de la vie, où nous faisons les choses qui nous ont mis, que nous sommes obligés de faire, sans plaisir, par obligation, et aussi la part poétique de la vie, qui est l'exaltation, la communion, l'épanouissement, et dans le fond, cette part poétique, la poésie écrite, c'est une fois que nous apprenons à l'école, c'est une façon d'apprendre à connaître la poésie de la vie. Donc, c'est pas une chose secondaire que les arts, que l'esthétique, c'est une chose vitale. Et en plus, Odile Bastien vient de dire quelque chose de juste, c'est un niveau de résistance, parce que nous sommes envahis par la prose, nous sommes envahis par l'esthétique, nous sommes envahis par la rentabilité, par la rationalisation, par la compétitivité, par la chronométrie, par le calcul, et nous avons besoin de résister à tout ça, c'est-à-dire que notre volonté de vivre, de nous épanouir personnellement, et dans les communautés que nous aimons, d'amis, de famille, de patrie, d'humanité. C'est ça aussi le message de la poésie. Donc, je suis heureux d'être ici et de témoigner pour la littérature et pour la poésie. Merci. Le maire de Chanteau-Préloge, Jean-Louis Dumortier. Très difficile de parler après des illustres académiciens. Le livre est un outil de liberté, a dit Jean Guéhenno. La forêt des livres est une fête culturelle de portée nationale qui a pour but d'encourager l'instruction par la lecture. La lutte contre l'illettrisme constitue une priorité nationale. Que de chemins parcourus en un siècle où l'immense masse du peuple analphabète ne savait ni lire ni écrire et ne lisait qu'au seul livre de la nature. Aujourd'hui, encore trop de personnes ne maîtrisent pas correctement la lecture, ni l'écriture, ni le calcul, c'est-à-dire les compétences de base pour être autonome et libre dans des situations simples de la vie quotidienne. Notre manifestation gratuite se doit d'être une fête d'éducation populaire où la connaissance se partage et se transmet. La culture, c'est aussi le patrimoine que nous transmettons aux générations futures. À Chanteau-Préloge, nous avons une magnifique petite église du XIIe siècle qui possède une cloche qui a survécu aux tourmentes révolutionnaires puisqu'elle date du règne de Louis XV. Cette cloche vient d'être classée à l'inventaire des monuments historiques. Elle a besoin d'une restauration pour pouvoir de nouveau fonctionner correctement. Les informations sont à votre disposition sous le porche de l'église. Mais ce moment de grande joie est toutefois teinté d'un peu d'appréhension
comme je peux le voir dans les yeux de certains. Le maire va-t-il encore nous parler de sa décharge cette année? Mais oui, quelques mots. Ce sujet est tellement grave et important que c'est mon devoir de l'évoquer. Je suis l'interprète du conseil municipal et des Chancelois. Il existe une énorme décharge à Chanceau, village classé. Ce centre d'enfouissement reçoit chaque année 150 000 tonnes de déchets non triés, venant parfois de très loin. Il répand au gré du vent des mauvaises odeurs de composition inconnues. Je profite de la venue de Monsieur le ministre de l'Agriculture pour rappeler qu'il faut impérativement traiter nos déchets différemment. Notre terre est précieuse. D'autre part, une enquête publique se déroulera en septembre concernant le projet du plan de prévention et de déchets des déchets en Indre-et-Loire. Prenez-en connaissance et exprimez-vous. Il me reste à vous souhaiter une très agréable journée. Merci beaucoup. Bonjour. Attendez, oui, il n'y a pas de malentendu. Moi, je ne suis pas un écrivain. Je suis un homme de communication qui reçoit des écrivains souvent et qui aime raconter. C'est ce que j'ai fait dans mes 2 précédents livres. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, qui a été adapté à la télévision. Je voulais raconter les rapports avec mon père. Et c'est pas tout à fait par hasard que je suis là aujourd'hui, parce que c'est un rapport avec mon père. Et puis j'ai raconté, après, les relations que j'ai eues avec mon frère presque jumeau. C'était Rappelle-moi. Le 3e livre, qui va sortir dans un mois, je le prépare depuis des années, s'appelle De la lumière à l'oubli. Je n'ai jamais rien lu là-dessus, et vous non plus. C'est qu'est-ce qui se passe quand, pour une star de la politique, une star de la chanson, du cinéma, du théâtre, de la télévision, du sport, quand la lumière s'éteint et que l'oubli approche. En 2 mots, comment les gens célèbrent, vivent, quand les électeurs s'en vont, quand les fans disparaissent, quand les téléspectateurs vous zappent, et quand un champion remplace un autre champion. Ça s'appelle De la lumière et l'oubli, c'est un thème sur lequel je réfléchis depuis des années. Mais je suis venu vous dire aussi que et je crois que Gonzague ne le sait même pas, il a voulu que je vienne et qu'on me remette le prix de la mémoire, parce que j'ai rendu hommage à mon père dans Qu'est-ce qu'on va faire de toi, et à mon frère qui m'a quitté il y a 10 ans, jour pour jour, et qui était mon presque jumeau. Mais si je suis ici aujourd'hui, et Gonzague va le découvrir en m'écoutant, c'est que j'aurais pu grandir ici. Moi, je suis un Français de sang mêlé, venu de loin. Mon père était roumain, ma mère était viennoise, l'Empire austro-hongrois. Mes parents sont arrivés en France dans les années 30. Et où ont-ils posé leurs valises? Où a-t-il posé ses valises le premier? Mon père, en Touraine. Mon père a fait sa médecine à l'époque où il n'était pas naturalisé à Tours. Mon frère Jacques, qui est un éminent épidémiologiste, qui a travaillé sur le vaccin contre l'hépatite B, vient de prendre sa retraite à Tours. Il a 65 ans. Il a été conseiller scientifique dans l'ambassade de France à Washington pendant 10 ans. C'est un des plus grands médecins du monde. C'est le plus célèbre dans le monde des Drucker, même si mon frère Jean a créé M6, même si moi je suis venu frapper chez vous et vous m'avez ouvert la porte il y avait déjà 50 ans. Le plus célèbre des Drucker, c'est d'abord Abraham, qui est venu en Touraine dans les années 30, qui est venu se soigner en Touraine quand il était malade. Et la Touraine a été pour nous quelque chose d'extrêmement important. Beaucoup de médecins venus de Roumanie, venus de l'Empire austro-hongrois, sont venus dans les années 30 à Tours, qui était une fac et qui restait une grande fac de médecine. Et c'est en hommage à mon père que mon frère Jacques a été professeur de médecine à Tours. Il était à Clocheville, il a commencé comme pédiatre. Donc la Touraine, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi.
Mon père ensuite est allé un peu partout et il était naturalisé en 1937, moi je suis né en 1942. Donc la famille Drucker, pour la famille Drucker, la Touraine, c'est pas rien. Voilà pourquoi je suis très ému aujourd'hui. J'en parlerai un petit peu d'ailleurs dans mon prochain livre, mais je voudrais vous dire que si mon père, Abraham Drucker, qui est mort en 1983 à 80 ans, et si Lola Scheffler, ma mère, qui est morte en 1996, elle avait 90 ans, si mon frère Jean, car la famille n'a pas été épargnée par les drames, ne m'avait pas quitté il y a 10 ans, après avoir créé cette magnifique chaîne qui est M6, si tous les trois qui me manquent tant étaient là aujourd'hui, ils seraient fiers de me savoir entouré. Voilà. Donc, lorsque il m'arrive de venir souvent en Touraine voir mon frère, de me promener sur les bords du Cher, de la Loire avec mon chien. Il m'arrive de faire du vélo de temps en temps. Il m'arrivait, quand j'étais plus jeune, d'aller saluer les dents Guillaume qui vendaient des vélos à Tours. Bref, la Touraine est quelque chose de très important pour moi. J'y reviendrai d'autant plus souvent que, je vous l'ai dit, mon frère vient de poser définitivement ses valises de jeunes retraités en Touraine. Et donc, cette région a une vraie signification. J'ai entendu parler de Tours, de Loches, très tôt par mon père, quand il soignait déjà avec son accent roumain, il parlait bien français mais avec un accent, et quand il a été naturalisé en 1937, il a attendu, parce qu'il y avait le numerus clausus, hein, la France de l'époque n'a pas délivré des visas et des passeports à des jeunes médecins roumains venus amoureux de la France aussi facilement, et quand il a été naturalisé, mon père, et lorsque j'ai grandi, il nous a fait promettre qu'à chaque occasion, quand il ne serait plus là, nous viendrons, mes frères et moi, en Touraine. Voilà pourquoi je suis là. Et lorsque Gonzague m'a dit qu'il voulait me remettre un prix qui est un devoir de mémoire, évidemment, la mémoire, c'est quelque chose qui compte chez les Drucker. Merci beaucoup. Nous devons tout au Conseil général d'Indre-et-Loire qui nous a soutenus depuis le début et qui est fidèle dans ses engagements. Fidèle aussi à nos côtés dans la lutte contre l'illettrisme pour laquelle nous avons reçu le label La Forêt des Livres, Grande Cause Nationale 2013. Je donne la parole à Frédéric Thomas, président du Conseil général d'Indre-et-Loire. Rien ne nous fera renoncer au bonheur et au plaisir d'être ici à Chanceau près de Loches, malgré le ciel un peu gris et la pluie de ce matin, parce que c'est une réelle joie et un réel bonheur. Je voudrais remercier très sincèrement Michel Drucker de ses propos pour la Touraine. Nous sommes fiers aussi qu'il soit avec nous cet après-midi. Je voudrais retourner les remerciements à Gonzague Saint-Brie et l'ensemble de son équipe des bénévoles mobilisés déjà depuis plusieurs semaines. Ici, la rentrée littéraire est un événement aujourd'hui national, à Chanceau près de Loches, nous lui devons, et je voulais lui en remercier sincèrement parce que je crois qu'il y met à la fois tout son cœur, toute son intelligence, toute sa créativité, son extravagance aussi. Je voulais l'en remercier sincèrement. Bien entendu, le livre, c'est l'outil de la liberté. C'est Jean Guéhenno qui disait ça. Et je crois que c'est la raison pour laquelle le Conseil général, avec l'appui de l'ensemble des associations qui œuvrent dans la lutte contre l'illettrisme, s'investit pleinement pour faire en sorte que chaque Tourangelle et Tourangeau qui n'ont pas accès à la lecture puissent accéder à la liberté dans un délai très court. Et cet investissement, il est très fort, à la fois humain et financier. Donc merci à l'ensemble des bénévoles qui agissent au quotidien et aux professionnels qui agissent au quotidien pour faire que ce fléau s'endigue. Je voudrais terminer et laisser la parole encore aux nombreux intervenants que vous attendez, et notamment à Mazarine. J'ai un souvenir quand j'écoutais René de Baldia et Edgar Morin, celui de François Mitterrand quand en
1700, en 1800, 1900. Quand en 1988, Paul Amar lui pose la question sur sa seconde candidature, pensez-vous qu'à votre âge, il est encore raisonnable de se présenter? Et François Mitterrand avait répondu, je vais vous répondre une phrase de Jules Romain qui dit que la jeunesse est toujours devant soi. Et c'est vrai qu'en entendant René Daubaldia et Edgar Morin, je me dis que la jeunesse est éternelle. Et je rejoindrai leur conclusion avec un propos de Daniel Pédac. Chaque lecture est un acte de résistance. Une lecture bien menée sauve de tout, y compris de soi-même. Alors rentrons tous en résistance. Merci. Notre écrivain, qui va recevoir le prix Belles Lettres tout à l'heure à 18h, soyez bien là pour la remise des lauriers verts de la Forêt des Livres, Mazarine Pinjot. Alors c'est très impressionnant, malheureusement l'art oratoire n'est pas génétique, et là je me retrouve avec une tribune, je serais presque tentée de me présenter, voire de passer la chansonnette, je vais vous épargner tout ça, et aussi les longs discours. Je vous remercie d'être tous là, c'est vraiment très émouvant. C'est ma première soirée du livre, j'espère que ce n'est pas la dernière. J'ai intérêt à me bien tenir jusqu'à la fin. Et voilà, donc je vous retrouverai tout à l'heure pour cette année. Voilà, c'est assez merveilleux malgré le temps qui n'est pas des nôtres, mais ça donne aussi un certain charme. On verra tout à l'heure. L'écriture, la jeunesse, le talent, Raphaël Antoven. Il est drôle parce que quand il aura mon âge, on pourra parler de jeunesse. Moi, je viens vous parler d'un auteur, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous savez qu'on vous voit très bien. Hein. Vous savez que c'est comme dans une classe. Les élèves croient que les profs ne les voient pas, mais on voit tout. C'est que je vous vois chacun là en fait. Non, moi je viens vous parler d'un écrivain merveilleux, d'un écrivain que j'aime au-delà de tout, qui est Marcel Proust, et pour une raison simple, c'est que cet homme, ce petit bonhomme, ce fils à maman, qui avait une existence confortable, qui a passé la deuxième moitié de sa vie, enfin la dernière partie de sa vie dans une chambre, à prendre de la drogue, à travailler la nuit, à dormir le jour, à se vivre comme un grand malade et à avoir peur des odeurs de rose. Ce petit homme-là est le meilleur connaisseur du genre humain et de chaque individu qui le compose. Et il a écrit un livre qu'il faut lire 2 fois, même si c'est 3000 pages, même plus que ça d'ailleurs. Il a écrit un livre qui a cette vertu, c'est ce que j'essaierai de vous dire, c'est ce que je suis venu vous dire, qui a cette vertu extraordinaire de vous réconcilier avec la vie sans chercher à lui donner un sens. Ceux d'entre vous qui ne trouvent pas de sens à leur vie, mais qui ne voient pas non plus de raison de mourir, et qui justifient la vie sans lui chercher un sens, trouvent dans la recherche du temps perdu de quoi vivre, lire, manger et aimer jusqu'à la fin. Voilà. À tout à l'heure. Merci. Merci, Raphaël. Alors, Michel Drucker, c'est la France. Mazarine Pinjot, c'est la France. Et Lynn Renaud, est-ce que ce n'est pas la France? Merci, c'est très gentil. Évidemment, je ne vais pas faire de très beau aussi long discours que mon ami Michel Drucker, parce que vraiment, il devrait faire de la télévision. Non, je voulais vous dire
que je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. C'est la première fois que je vais parler un tout petit peu de mon livre, parce que je ne vais pas dire trop, comme ça vous allez l'acheter et le lire. Juste vous dire, puisqu'on est dans la forêt, avec les arbres, mon livre, je pourrais dire que c'est mon arbre de vie. Voilà. C'est ma vie. Et puis, plutôt que de parler de mon livre, je voudrais parler d'un événement qui est absolument exceptionnel. J'ai voyagé beaucoup, je suis allé beaucoup dans le monde entier, je n'ai jamais vu un événement comme celui-ci. Donc, c'est Gonzague. Gonzague, je voudrais, c'est unique au monde de réunir 50 000 personnes depuis 18 ans autour de 200 auteurs dans un village de 150 habitants. Ça s'est vu nulle part. Ça. On applaudit Gonzague. Et tous ceux qui, bien entendu, l'ont aidé dans cette magnifique initiative. Voilà. Alors, mon livre, eh bien, ce sont des secrets que je n'avais jamais dit jusqu'à maintenant. Je voulais les dire depuis toujours. Il est l'âge de tout dire. Et surtout, beaucoup d'entre vous, on sait ce que c'est la difficulté d'un couple de longue durée. Alors, quand on a un couple de longue durée, les débuts, les 12 premières années, maintenant ça s'arrête beaucoup plus tôt. Disons que de mon temps, on allait quand même jusqu'à une dizaine, douzaine d'années. Donc un couple, c'est magnifique. Le difficile, c'est le centre. Le centre. Pour tenir un couple de longue durée, c'est très dur. Et c'est dans ce centre qu'il y a des tempêtes. Alors, quand on passe ces tempêtes, les 15 ou 20 années à venir sont plus belles que les 12 premières. C'est ça que je vais dire dans mon livre. Alors, donnez plusieurs chances, au moins une, à votre couple quand il y a des problèmes. Je vous embrasse, je vous rejoins quelque part, je ne sais pas où. À tout de suite. Au revoir. Alors, les confessions de Lynn Renaud, il faut les lire après les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Et puis alors, je voulais vous dire aussi que Lynn Renaud, bien sûr, vous aviez votre cabane au Canada, mais maintenant vous avez votre chalet à Chanceau. Quand on veut conclure d'une façon incisive, véritable, sincère, ciselée, formulée, écrite et dite, on demande Éric Nolot. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous cette année encore. Alors c'est la 5e ou la 6e fois que je viens à la Forêt des Livres, mais celle-là est un peu particulière, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'étais pour la première fois hébergé au château du Clos Lucé. Vous savez, si vous avez croisé une fois dans votre vie Gonzague Saint-Brice, il a dû vous faire l'historique. Donc François Ier a longuement reçu Léonard de Vinci. Et au milieu de la nuit, quand j'ai été sûr que tous les locataires étaient endormis, je suis sorti de ma chambre à pas de loup. Et je suis allé m'allonger dans le lit de Léonard de Vinci. C'est authentique. Et toute la nuit, j'ai espéré un miracle. J'ai espéré que des idées géniales me viendraient. J'ai pensé que j'allais me mettre à peindre des femmes mystérieuses, à créer des machines incroyables. Hélas, l'aube est venue et rien de tout ça s'est passé. Mais le miracle a eu lieu finalement. Quelques heures plus tard, quand nous sommes venus ici même, sur le site de la Forêt des Livres, et que j'ai vu plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes attendre sous la pluie battante et écouter avec la plus grande attention, avec la plus grande patience les écrivains que nous étions. Il y avait Mazarin Pinjot, il y avait Raphaël Enthoven, il y en avait bien d'autres. Et ils nous ont écoutés discourir pendant 10 minutes chacun, mais ça faisait 2 ou 3 heures au total, sur le thème du voyage. Malgré les conditions météo qui étaient affreuses, ils étaient en plein air, mal protégés. Alors,
Voilà ce que c'est que la forêt des livres. C'est des gens tellement passionnés par la lecture qu'ils sont prêts à braver les conditions les plus contraires. Alors moi, je vous donne un conseil. La prochaine fois que vous entendrez parler de la crise de la lecture, de la crise du lectorat en France, que les Français n'aiment plus lire, au lieu de leur répondre « merde », ce qui n'est pas très poli, dites-leur plutôt, répondez-leur plutôt « venez à la forêt des livres » et vous verrez que ce n'est pas vrai. Merci à tous, bon après-midi à tous, bonne lecture. Alors, maintenant, vous êtes tous attendus au café littéraire Christian Panvert. Viens, Christian Panvert, tous attendus. Christian, au café littéraire de Christian Panvert. Tu veux pas montrer ta tête, Christian? Il est où? Bon. Vous êtes tous attendus au café littéraire de Christian Panvert, au bout de l'allée des Platanes, dont vous verrez d'ailleurs que nos écrivains défunts ont des plaques sur chaque livre. Au bout de l'allée des Platanes, vous descendez vers le café littéraire, dans le champ qui est derrière, qui est devant le chalet, et là, vous attendent au café littéraire de Christian Panvert, Lynn Renaud, Edgar Morin, Michel Drucker et le grand chef d'orchestre Jean-Claude Casadessus. Aussi, tous les auteurs, les 200 auteurs, et dans l'allée des Platanes, vous attendent pour les signatures dédicaces, et dans le parc du château. Donc, vous allez au café littéraire, vous allez rencontrer les auteurs, vous avez le carré de la BD, vous avez l'allée des bouquinistes, vous avez la marche des enfants qui va commencer aussi. Si vous avez des enfants, vous accompagnez vos enfants à la marche des enfants, conduite par Muriel Hermine et Hubert Lebas contre l'illettré. Mais d'abord, le café littéraire, tout de suite avec Lynn Renaud, Edgar Morin, Michel Drucker, Jean-Claude Casadessus. Merci d'être venus. Merci pour votre conduite impeccable ce matin. Certains ont parlé de pluie, ils ne connaissent pas la définition de ce qu'est une ondée. Nous n'avons eu qu'une ondée ce matin. Ondée, c'est pipi de chat. À tout à l'heure.